Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode de cette semaine avec moi, Christophe Paget. Dans le monde de l'actualité spatiale, cet épisode passera en revue ce qu'ISRO a fait, ce qui se passe à Starbase et à la Station spatiale internationale, puis encore un mot sur Odysseus d'Intuitive Machines pour conclure avec les lancements de cette semaine. Commençons par Starbase, où le Starship numéro 29 a été ramené sur la rampe de lancement B pour effectuer d'autres tests comme le Spin Prime Test ou le test moteur essai statique. SpaceX poursuit la rénovation du support de lancement orbital pour accueillir plus tard le premier étage numéro 11, tous les deux en préparation du prochain essai en vol intégré numéro 4, attendu vers le début mai 2024. Jusqu'à présent, la poussée au décollage de l'IFT numéro 3 et l'immense chaleur ont endommagé une partie du câblage du bras Mekasila, ainsi que les tuyaux de déconnexion rapide du premier étage. Plusieurs sections d'une nouvelle tour Mekasila ont été repérées à Starbase et dans son port voisin. Je comprends également qu'il ne manque que 2 sections, qu'ils sont toujours situées en Floride. La Star Factory poursuit son expansion, comme vous pouvez le constater sur votre écran. Vous pouvez aussi voir la photo aérienne de la taille de la Star Factory par rapport à la taille des mégabais massives. SpaceX investit dans la production de masse de son Starship, sans équivoque. Le premier étage numéro 4, une version antérieure de tous les premiers étages, a maintenant été déplacée du jardin de fusée vers le site de production pour être finalement découpé et recyclé. Au complexe de lancement LC-39A en Floride, 2 des pieds du support de lancement du Starship Stage 0 de SpaceX ont été retirés, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On ne sait pas encore exactement pourquoi ou ce que souhaite faire SpaceX. La suite est à venir dans les prochains épisodes. SpaceX a finalement réalisé avec succès l'essai moteur statique de son Starship numéro 29. Cela comprenait l'essai des 6 moteurs Raptor ainsi que celui d'un seul moteur Raptor afin d'émuler le redémarrage de moteurs dans l'espace pour dérorbitage de fusée. Enfin, nous avons pu voir le premier étage numéro 13 en préparation dans l'une des mégabais, ainsi que des avancements à la Star Factory et une extension du parc de réservoirs avec l'arrivée de nouveaux réservoirs et de nombreux vaporisateurs à ajouter au système de carburant. ISRO a testé son lanceur autonome réutilisable appelé Pushpak, largué depuis un hélicoptère Chinook à une altitude de 4,5 km. ISRO a testé ses capacités de gestion de vol jusqu'à l'atterrissage. Le véhicule a en effet atterri de manière autonome 4 km plus loin et à une vitesse assez grande avec un haut degré de précision, une amélioration par rapport au précédent essai en vol du prototype de l'année dernière afin de simuler le retour spatial d'un véhicule. La semaine dernière, comme mentionné dans mon épisode précédent, SpaceX a lancé sa 30e mission CRS-2 SpaceX 30 de réapprovisionnement à la Station spatiale internationale. Cette semaine, la capsule est finalement arrivée et a accosté de manière autonome à la station. Nous prenons souvent une telle procédure d'amarrage pour acquise lorsque nous regardons en fait la vitesse relative qui est assez lente, mais en fait la vitesse absolue du véhicule est de 28 000 km/h, ce qui est quand même assez incroyable. Vous vous rappelez peut-être de l'alunissage de IM-1 Odysseus d'Intuitive Machines qui a passé plusieurs semaines sur la Lune et après la nuit lunaire n'a pas réussi à se réveiller et donc Intuitive Machines cette semaine a déclaré la fin de IM-1. Donc rest in peace
JAXA a été beaucoup plus chanceux que nos amis de Intuitive Space, où son lander Slim a survécu maintenant sa deuxième nuit lunaire. Donc JAXA nous raconte que ces capteurs de température et des éléments de la batterie commencent à mal fonctionner. Par contre, la majorité des fonctions qui ont survécu la première nuit lunaire sont également maintenues pour la seconde. Donc l'image que vous voyez est en fait la même position que la première nuit lunaire, par contre a été prise après la seconde nuit lunaire. ISRO était de retour cette semaine dans l'actualité avec son véhicule de lancement de satellite polaire qui a lancé le 1er janvier de cette année plusieurs satellites en orbite terrestre basse. La réalisation remarquable d'ISRO a été la dernière partie de la fusée, le module expérimental orbital PSLV-3, également connu sous le nom de POEM-3, qui s'est désintégré durant sa rentrée dans l'atmosphère terrestre, faisant ce lancement une mission sans débris orbitaux, une étape majeure dans les vols spatiaux durables. Donc félicitations à ISRO pour avoir désormais cette capacité. Cette semaine, le président français Emmanuel Macron était au centre spatial guyanais pour assister à l'assemblage final de la fusée Ariane 6 avant son vol inaugural fin juin de cette année. Cette visite coïncidait avec le 60e anniversaire de la création de ce centre spatial. Le président français a également annoncé le soutien financier de 4 nouveaux venus français dans le domaine des fusées, qui sont Hyperspace, Latitude, Sirius Space Services et Maya Space. Je couvrirai bien sûr ces entreprises et leur avancée au fil du temps. Alors abonnez-vous à cette chaîne pour être les premiers à savoir ce qui se passe avec ces startups françaises. Le 23 mars, Roscosmos a lancé une Soyouz 2.1A depuis son complexe de lancement 31-6 au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, envoyant l'équipage du Soyouz MS-25 vers la Station spatiale internationale avec le cosmonaute de Roscosmos Oleg Novitsky et l'astronaute de la NASA Tracy Dyson et la participante au vol spatial Marina Vasilevskaya de Biélorussie. Novitsky et Vasilevskaya resteront à bord de la station pendant 12 jours et reviendront avec O'Hara le 2 avril à bord du Soyouz MS-24 pour un atterrissage assisté par parachute dans la steppe du Kazakhstan. O'Hara aura passé 200 jours dans l'espace à son retour. Les deux cosmonautes Oleg Kononenko et Nikolai Chup de Roscosmos ont perdu à la courte paille et resteront jusqu'en septembre 2024 à la station et reviendront sur Terre avec l'astronaute de la NASA Tracy Dyson sur le Soyouz MS-25. Donc, ce que vous voyez maintenant, c'est l'arrivée du MS-25 à la station internationale. Le 24 mars, SpaceX a lancé une Falcon 9 pour sa mission Starlink Group 642 depuis la Floride avec un booster volant pour sa 19e fois. Le lendemain, SpaceX a lancé une autre Falcon 9 depuis la Floride également pour sa mission Starlink Group 646. Le 26 mars, c'est au tour de China Aerospace Science and Technology Corporation de lancer une longue marche 6C depuis la Chine avec le satellite Yunhai 302. Je vous laisse cette semaine avec une image tellement étonnante de cette nébuleuse poussiéreuse NGC 2170, également connue sous le nom de nébuleuse de l'Ange, qui brille juste au-dessus du centre de cette image. En reflétant la lumière des étoiles chaudes proches, NGC 2170 est rejoint par d'autres nébuleuses par réflexion bleutée, une région d'émission rouge, de nombreuses nébuleuses d'absorption sombre et un fond d'étoiles coloré. Cette nébuleuse est située dans un nuage moléculaire massif, formant toujours des étoiles, dans la constellation de la Licorne. Le nuage moléculaire géant, également connu sous le nom de Mont R2, est incroyablement proche
estimé à seulement 2400 années-lumière, soit 23 milliards de kilomètres. La largeur de ce nuage s'étend sur plus de 60 années-lumière, ce qui représente 570 000 milliards de kilomètres. Donc merci d'avoir regardé votre épisode d'Espace News avec moi, Christophe Paget. Passez une bonne semaine et rendez-vous dans le prochain épisode. Au revoir.